Bon matin tout le monde. Merci d'abord avant tout à Guy et à Marilyn pour l'invitation. Quand ils m'ont dit que j'allais ouvrir la journée à 10 heures, j'avoue que j'ai une petite hésitation parce que 10 heures, c'était juste assez tôt pour devoir se lever, mais juste assez tard pour se faire inclure le petit déjeuner. Donc, j'ai hésité. Mais non, écoutez, j'ai une petite fille de 4 ans, donc se lever trop tôt, ça fait 4 ans que je suis habitué. Donc, c'était vraiment pas un problème, au contraire, c'était un plaisir d'être ici, puis de voir les gens aussi nombreux. Donc, ce que j'allais vous présenter aujourd'hui, c'était une petite mise à jour, en fait, de ce qui se passe au niveau de la situation commerciale entre le Canada, les États-Unis et le Mexique dans tout ce qu'on a appelé le dossier ALENA 2.0, si on veut, la renégociation de l'ALENA. Ce qui est assez remarquable, c'est que lorsqu'on se reporte il y a à peine 6 mois, le processus de renégociation et de remplacement en fait de l'ALENA était présenté largement dans les médias, surtout les médias canadiens, comme un fait accompli, comme une lettre à la poste. Donc, les dirigeants des 3 pays s'étaient entendus suite à plusieurs mois, on s'en rappellera, de renégociation. On avait signé l'accord et c'était pratiquement seulement une question de temps avant que l'ALENA soit remplacée par ce nouvel accord qu'on a appelé l'accord de libre-échange Canada, États-Unis, Mexique. Or, dans les faits, la réalité était un petit peu plus complexe que ça, et là, on le voit, plus de 6 mois plus tard, à quel point c'était plus complexe et plus hasardeux que ça. Donc, le processus a été très long et il est en plusieurs étapes. Donc, on a eu la renégociation, ça a été fait. Ça a été très long, on se rappellera, ça s'est échelonné sur à peu près 1 an. De quoi? 2017 à 2018. Une entente de principe, on a eu la signature des 3 pays, et voici où la nuance est importante. C'est la branche exécutive des 3 gouvernements américains, canadiens, mexicains, qui ont signé, qui ont paraphé l'entente. Or, pour que cet accord-là entre en vigueur, il doit également être ratifié. Il n'est pas ratifié par la branche exécutive, il est ratifié par la branche législative. Sans vous donner un cours de sciences politiques, il est 10 heures, je pense que ça assommerait tout le monde. On se retrouverait avec des cas de coma avant midi, c'est pas ça l'objectif. Mais il reste qu'il y a quand même des distinctions clés, notamment en ce qui a trait au système politique canadien d'un côté et le système politique américain de l'autre. C'est-à-dire qu'au Canada, évidemment, on le sait, on a un système parlementaire qui fait en sorte que lorsqu'on a un gouvernement majoritaire, comme c'est le cas présentement à Ottawa, le premier ministre libéral paraphe une entente, bien, le Parlement qui est à majorité libérale, surtout avec la ligne de parti qui est extraordinairement stricte, au Canada, va emboîter le pas. C'est simplement une question de temps. Or, aux États-Unis, ce n'est pas le cas. Parce que le législatif et l'exécutif ne voient pas toujours les choses de la même façon et ne se suivent pas toujours non plus. Et donc, l'exécutif aux États-Unis, c'est la Maison-Blanche, c'est le président des États-Unis. Le législatif, c'est le Congrès. Et en plus de ça, on a toute la question politique. Ce n'est pas simplement des administrateurs qu'on a au Congrès, ce sont des politiciens. Et sur cette image qui est devenue assez virale suite au discours sur l'État de l'Union de cette année, on voit la présidente démocrate de la Chambre des représentants, donc la numéro 1 de la Chambre, Mme Pelosi, qui d'un côté de la bouche dit qu'elle ne veut pas utiliser l'accord de libre-échange comme outil de négociation, qui présente l'accord de libre-échange comme quelque chose qui devrait être bipartisan, ou en fait qui devrait être non partisan, sur lequel on devrait travailler sans, encore une fois, amener ça dans l'arène politique. Mais en même temps, veut pas, il y a une composante politique à tout ça. Parce que si et quand les démocrates, parce qu'ils sont majoritaires, permettent la ratification de l'accord à la Chambre, ils envoient ça au bureau du président pour qu'il signe ça. Évidemment, ça donne une victoire symbolique au président républicain. Est-ce que les démocrates à la Chambre sont prêts à lui faire ce cadeau-là alors qu'on est à peine à 1 an de la campagne de réélection? C'est une question qui se pose. Donc, il faudra voir. Et il y a aussi, du côté démocrate, une variable extrêmement importante et qui demeure inconnue, c'est-à-dire qui va être le ou la porte-étendard du parti, justement au niveau présidentiel en 2020. Et voici pourquoi j'en parle. Si on a d'un côté quelqu'un comme Bernie Sanders, qu'on voit à la gauche, de façon figurée et littérale ici, c'est un type qui est beaucoup plus protectionniste. Donc, sa position sur cet accord-là risque d'être assez différente de si on a quelqu'un comme Joe Biden, l'ex-vice-président, ou Kamala Harris, une sénatrice de la Californie qui est vue comme une candidate majeure, qui semble être beaucoup plus en faveur de façon générale au libre-échange. Pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que le porte-étendard présidentiel d'un parti risque largement, pas entièrement, encore une fois, comme je le disais tantôt, la ligne de parti est beaucoup moins étanche qu'elle ne l'est, par exemple, ici,
mais risque de dicter quand même les orientations générales du parti. Et donc, si on se retrouve dans une situation où, en 2020, alors qu'on est en campagne électorale aux États-Unis, les démocrates se dotent d'un leader ou d'une leader qui est davantage d'un côté pro-libre-échange ou davantage protectionniste, ça risque d'avoir un impact sur toute cette dynamique-là. Et on ignore qu'est-ce que ça va donner pour l'instant. Autrement dit, on baigne beaucoup dans l'incertitude. Et donc, quels sont les scénarios possibles? D'un côté, il y a la possibilité que, malgré toutes les embûches, éventuellement, le Congrès américain ratifie l'accord. Si ça se produit, c'est pratiquement un automatisme que le Parlement canadien, le Congrès mexicain vont emboîter le pas, et là, cet accord-là va entrer en vigueur, l'ALENA va être remplacée. Par contre, si le Congrès ne ratifie pas l'accord, là, il y a plusieurs scénarios qui deviennent envisageables. Le premier, c'est que, suite à la demande des démocrates, Donald Trump, Justin Trudeau, M. Obrador retournent à la table de négociation. En fait, ce serait la table de renégociation de cet accord-là. La deuxième possibilité, c'est que Donald Trump attend tout simplement l'élection présidentielle de 2020. Il se dit, bon, ça n'a pas été ratifié pour l'instant, mais c'est pas comme si ça allait mourir au feuilleton si ce n'est pas ratifié avant novembre 2020. Donc, je vais m'assurer de gagner ma campagne de réélection et on verra au cours du deuxième mandat si on ne peut pas faire ratifier ça. Le troisième scénario, qui est, je vous dirais, le plus inquiétant d'un point de vue de stabilité, surtout pour les gens d'affaires, des trois côtés de la frontière, soit dit en passant, c'est que Donald Trump mette à exécution sa menace qu'il laisse planer depuis, en fait, le tout début de sa présidence, c'est-à-dire, si on ne remplace pas l'ALENA, on va retirer unilatéralement les États-Unis de l'accord actuel. Ça, c'est une possibilité. On ne sait même pas, en fait, constitutionnellement, si le président des États-Unis a le pouvoir de faire ça seul, sans l'aval du Congrès, parce que c'est le Congrès qui avait approuvé l'ALENA dans les années 90. Il y a des experts constitutionnels qui vont vous dire à ce jour que pour en retirer un pays signataire, il faut que le Congrès, donc, donne également son appui à ça. Mais ça n'a jamais été testé. Comme bien des choses, Donald Trump réinvente les normes, pousse le bouchon. Donc, c'est une possibilité que d'ici novembre 2020, si le président voit que clairement ça ne sera pas ratifié, il se retire de l'accord. Imaginez, évidemment, un ALENA sans États-Unis, c'est un petit peu comme un sandwich sans pain. Un petit peu difficile à concevoir. Donc, au final, comme c'est le cas depuis juin 2015, soit l'arrivée de M. Trump sur la scène politique américaine, l'imprévisibilité règne. Donc, sur ce, je vous remercie. Je vous laisse mes coordonnées Twitter et également celles de la chaire à laquelle je suis affilié, la chaire Roldan-Durand. Évidemment, si je vous le donne, c'est pour une raison très claire, très nette et très réaliste. J'essaie de rattraper Donald Trump au niveau de mon nombre d'abonnés sur Twitter. Donc, s'il vous plaît, faites votre part. Okay? Merci beaucoup.